Cet après-midi-là, le docteur Bouja avait assisté au port de Moutsamoudou, au départ du Kamar al-Koweït, sur lequel sa sœur avait embarqué pour rejoindre la Grande Comore. Mais à peine avait-il rejoint son poste à l'hôpital régional de référence de Hombo qu'un flot de jeunes malades mentaux blessés afflua. Ils seraient les rescapés du fameux bateau. Comment ce navire, considéré comme le plus moderne de la société comorienne des transports maritimes, aurait-il pu faire naufrage? Suspense, rebondissement, action nous tiennent en haleine dans ce roman implanté dans le milieu hospitalier, tandis que description anatomique et médicale participent de l'originalité de ce thriller. Au travers d'une enquête policière pour découvrir les raisons de cette tragédie macabre, l'auteur met sur le devant de la scène les maux qui frappent de plein fouet les Comores. Système de santé défaillant, manque de prise en charge des malades psychiatriques, corruption, soif d'argent des hommes politiques, absence de mesures sociales, sous-développement. Le naufrage du Kamar al-Koweït ne serait-il pas finalement le reflet du naufrage d'un pays dans son ensemble? Bonjour Dr Ahmed Rezida. Aujourd'hui, vous êtes notre invité d'honneur et on s'intéresse surtout par rapport à votre dernier ouvrage concernant le naufrage du bateau Kamar al-Koweït. Donc je vous laisse d'abord saluer nos téléspectateurs et on va en parler. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous salue, je salue tous les Comoriens qui nous regardent en ce moment et merci surtout à l'ERTC qui m'a donné cette opportunité de pouvoir en parler un petit peu de mon livre intitulé Kamar al-Koweït, les dessus du naufrage. C'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir, ne serait-ce que peu, en parler un petit peu. D'accord. Le livre, il est fraîchement publié. On a déjà eu l'occasion de lire quelques pages. Mais on sent qu'il y a une telle force de narration, comme si vous avez eu une vision de ce qui s'est passé ce jour-là, comme si les naufragés vous appelaient au secours. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette force ou cette imagination qui vous a poussé à écrire ces mots? Oui. C'est vrai, la question elle est très très intéressante parce que sur deux aspects. Premier aspect, si je sors du cadre d'auteur qui écrit un roman, qui est un thriller psychologique d'ailleurs, pour certains le qualifient de psychomédical, mais il y a quelque chose qui est assez personnel sur le Kamar al-Koweït. Si je sors de cet aspect auteur, en tant qu'individu, en tant que Comorien, c'est le naufrage du Kamar al-Koweït a forcément marqué notre histoire, que ce soit en Juan, en Mouili, à la Grande Comore, même s'il y a beaucoup plus eu des naufragés ou des décès en Joannais, ça touche tous les Comoriens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'était un deuil personnel. Sans aller plus loin, ma sœur est décédée dans le Kamar al-Koweït. Donc elle faisait partie des passagers cette nuit-là, du 6 avril 1987. J'ai des vagues souvenirs du naufrage. Pour certains, ils qualifient que j'ai une bonne mémoire visuelle. Et j'étais tout petit, mais j'ai gardé, c'est vrai, des images. Et ces images-là ont passé plus de temps dans ma tête. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a un passage dont le docteur Boudra se voyait, il était dans sa chambre. À Chougoujou d'ailleurs, c'est un clin d'œil de mon quartier, je suis né à Chougoujou, et il voyait sa sœur en train de se noyer, et au fond des abysses, un conteneur le frappe. Cette image me revenait souvent, parce que j'imaginais ma sœur en train de descendre dans les abysses, et que ça y est arrivé. Donc c'est vrai, il y a des images qui sont assez fortes dans ce que je décrivais. Il y a de l'imaginaire forcément, et j'essaye d'aller en profondeur, pas seulement pour le Kamar al-Koweït, mais tous mes livres, j'essaye d'aller un peu plus loin
de ce qui est visible. Quand je parle par exemple de Pompidou dans La rédemption de Zigouane, je vais jusqu'à montrer à quel moment et à quel instant le muscle qui est dans la gorge ou l'os qui se coupe. Donc je vais plus loin, tout simplement parce qu'on vit dans une société qui est assez difficile et les gens vivent des choses difficiles, et pour montrer cette violence qui touche tous les Comoriens, ben, on est censé aller plus loin que rester linéaire, on l'a égorgé, point basta. C'est aussi faire un retour sur ce qui se passe, parce que quand on parle du Camara Koweït, pour en revenir, il y a eu un naufrage, peut-être qu'il y a eu des enquêtes, mais on en est où? Moi, personnellement, j'ai pas vu quelqu'un venir chez moi, à part peut-être 2 jours ou 3 jours, j'étais peut-être petit, mais j'ai quand même gardé ce souvenir qu'on a eu des décès, que ça a touché toute la nation, mais après, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien. Pour revenir encore plus, quand je commençais à écrire le Camara Koweït, j'ai fait des recherches, comme tout écrivain qui essaye de se calquer sur un événement qui a touché son pays ou ailleurs. J'ai essayé de faire des enquêtes, et j'ai fait plus de 2 ans à chercher juste la date exacte. Je n'ai pas trouvé d'archives. Heureusement, et encore heureusement, le vrai commandant du Camara Koweït, il est en vie. Et heureusement, et Dieu merci, ce jour-là, il n'avait pas pris part au départ. Il a été remplacé. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir la date exacte. Donc voilà à peu près pourquoi il y a des images assez fortes, parce que ça m'a touché personnellement. Et en plus de ça, c'est pour revenir à ces morts-là, à ces noyés qu'on a oubliés. J'oublie peut-être pas ma sœur, mais les gens d'aujourd'hui ou les autres qui sont avec nous, il y a très peu qui s'en rappellent. Déjà, s'il n'y a pas d'archives, ce n'est pas le jeune qui est né dans les années 90 qui va s'en rappeler. Et donc j'ai essayé de calquer le maximum d'images que j'ai pu moi garder pour pouvoir leur dire aujourd'hui. En revenant encore une fois, on est dans le roman, c'est romancé. C'est de l'imaginaire, mais il y a une part de vérité dans l'histoire. D'ailleurs, il y a l'héroïne, entre guillemets, le docteur Boudra, sa sœur, qui est décédée, elle s'appelle Feda. Et ma sœur s'appelait Feda, par exemple. Ben, c'est peut-être une coïncidence. Voilà, c'est tout à fait. Mais donc, si les lecteurs... Est-ce que les lecteurs peuvent se fier à 100% de l'histoire? Comme vous avez dit, il y a une part de l'imaginaire, mais qui n'empêche de faire voyager les lecteurs à travers ce qui s'est passé ce jour-là. Tout à fait. Il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on y revienne. La littérature comorienne est assez récente. Et il y a très peu d'ouvrages. D'ailleurs, nous, on a tous fait le lycée, le collège. On est calqué sur une littérature française, pour ne pas trop appuyer dessus. Mais quand on regarde, au fond, on nous apprend toujours les mêmes. C'est Baudelaire, c'est Molière, c'est Stendhal, etc. Donc on reste sur cet aspect-là. Nous, aujourd'hui, on essaye peut-être pas de copier, mais on essaye de créer quelque chose de nouveau tout en se calquant sur ce qu'on a appris. Pour dire quoi? Pour dire que le jeune lecteur comorien a du mal à identifier autre chose que ces œuvres qui ont été publiées, etc. Donc ils se disent très bien, ils arrivent à faire la différence entre le réel, la fiction, etc. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas de chez eux, donc on ne se pose pas trop de questions. Nous, écrivains comoriens, je prends l'exemple par exemple de Mohamed Touahir, il a écrit parmi ses œuvres, il avait marié Marie à Jésus. Donc Moussa et Marie dans le Kafir du Kartala, il y a beaucoup de personnes qui lui ont reproché d'avoir marié Issa et sa mère. Parce qu'on a encore du mal à séparer l'imaginaire de la réalité. Et moi personnellement, je fais de la surenchère. Parce que je vais carrément puiser sur ce qui est connu dans le pays pour en parler de ma réalité. Enfin, ma réalité à moi, c'est de la pure fiction, tout est imaginaire, mais je m'appuie d'un élément réel pour ressortir et créer quelque chose de fictif. Donc, pour dire, on arrive à s'identifier par rapport à d'autres choses, à faire la différence, mais quand il s'agit de nous, qui parlons des Comores, le jeune lecteur a tendance même pas le jeune, mais même les vieux, il a tendance à situer le livre, le roman, à quelque chose d'historique.
Il prend l'ensemble comme un élément historique, alors que non, c'est un élément, on se focalise sur quelque chose et après on sort. Un autre exemple, quand j'écrivais par exemple, justement, je venais de sortir le livre en mois de juin, j'ai eu un membre de la famille qui m'a posé la question, attention, parce que il y a mon père qui était dans cette histoire, il a participé. Est-ce que vous l'avez cité dans le livre? Vous voyez à quel point on peut aller plus loin. Ce n'est pas parce que j'ai cité Feda ou j'ai cité le docteur Boudra, parce que voilà, c'est des noms qui ont existé. Vous serez forcément obligé de raconter. Quand on parle, ceux qui auront la chance de lire le livre, ils vont voir qu'on part de quelque chose, mais au final, c'est un autre sujet qui est traité dans le livre. On se sert de ce naufrage, mais au final, il y a d'autres idées, d'autres problèmes qui touchent le Comorien aujourd'hui, particulièrement la médecine et la prise en charge médicale des personnes qui ont des soucis psychologiques, des maladies psychiatriques, et c'est le sujet même. Et voilà en gros comment j'essaye de parler à peu près du réel et de l'imaginaire dans notre jeune littérature, tout en tirant la sonnette d'alarme. C'est pas la réalité. On n'est pas des historiens, nous. On est juste des gens qui inventent l'histoire, qui inventent des éléments et qui se servent de ce qui est à leur portée, notre histoire à nous. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de Dr Boudja, le personnage principal du livre. Et sachant que cette personne-là a eu une place importante dans le domaine de la médecine ici en Juin, est-ce que pour vous c'est une façon de reconnaissance, de lui rendre hommage par rapport à son vécu, le fait de le citer dans le livre? Je dirais que c'est peut-être une fine partie du choix de ces noms-là. C'est pas la première fois. Si je reviens encore malheureusement sur la rédemption des iguanes, quand on lit les personnages, on a Azali, on a Sambi, on a Hadjadjoudi, on a Anouar, on a Pompidou. Pourquoi ces noms-là? Même chose sur le camarade Koweït. On va trouver le docteur Chou, on va trouver le docteur Isdor, le docteur Isdor, Keita. Donc, c'est des noms de médecins qui ont existé. On va même trouver la sage-femme la plus connue de l'histoire de la maternité de Hombo, Malayla par exemple. On retrouve le nom dans le livre. Pour moi, c'est pas forcément encore dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire, mais pourquoi j'utilise ces noms connus? De la même façon que j'utilise Benroi Matmagouni par exemple, ou John, ou j'utilise Pompidou, ou Malagou. C'est des noms qui sont connus, tout simplement parce qu'on a encore une fois des lecteurs qu'on doit aller chercher. Et le Comorien étant pas encore un grand lecteur, il a besoin de quelque chose qui peut l'accrocher. Et c'est peut-être en ayant parlé du docteur Boudra, peut-être que quelqu'un va juste s'intéresser parce qu'il se rappelle qu'il était né quand le docteur Boudra, il y a un certain docteur Boudra qui était à l'hôpital de Hombo. Et du coup, c'est pour moi des accroches en fait. C'est comme si je lançais un filet en pleine mer et que je mettais quand même quelque chose pour pouvoir tirer le poisson, entre guillemets, que tout le monde m'excuse de cette image. Donc, je fais ça. Donc, en partie, il y a la reconnaissance, parce que pour certains, c'est une reconnaissance. Pour moi, je suis médecin, donc forcément, des personnes comme le docteur Chamou, comme le docteur Chou, c'est des gens qui m'ont pris en charge quand j'étais tout petit. Et aujourd'hui, si j'ai la possibilité de pouvoir, ne serait-ce que peu, leur faire vivre dans l'histoire ou leur faire rester dans la vie de tout le monde, je le ferai. Mais, en gros, c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir donner quelque chose à mes lecteurs qui puissent les accrocher. Mes lecteurs, ils ne sont pas forcément que des Comoriens, mais quand j'écris, c'est pour tout le monde. Mais j'ai une grande part d'envie à ce que mes frères et sœurs puissent lire la littérature comorienne et pouvoir s'en accaparer. Et c'est en ce sens, en citant des noms connus, qu'on pourrait les accrocher selon moi. Et pourtant, surtout concernant la lecture aux Comores, la majorité des jeunes actuellement, peut-être que depuis des années c'est le cas, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture. Donc vous, quelle stratégie ou quel serait un moyen plus accrocheur de permettre à la nouvelle génération déjà de s'intéresser un peu plus à la lecture comorienne, par exemple à ces genres d'histoires, de pouvoir s'imprégner de ça et avoir plus d'identité sur leur appartenance au Comores? Oui, c'est un sujet assez intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui. J'ai des confrères qui sont en train de réfléchir et on a quelques idées.
La première des choses, on sait que le jeune Comorien, pour pouvoir lire un livre qui est publié en France, le mien par exemple, il coûte, je peux me permettre, 15 euros. 15 euros, c'est impossible de pouvoir demander à un jeune ici déjà de l'acheter, de payer le transport et l'avoir ici. C'est quasi impossible. La deuxième chose, c'est que même si l'éditeur puisse les envoyer, pouvait l'envoyer ici, ça sera toujours difficile parce que la vie elle est tellement difficile ici qu'on ne peut pas se permettre de prendre le peu qu'on peut avoir pendant et aller le gaspiller entre guillemets pour acheter un livre. Sincèrement, je comprends. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous écrivains comoriens, on doit faire un sacrifice. Comment? Quand on se fait publier ailleurs, on vise peut-être un public ailleurs. Mais il faut qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir envoyer ce que nous écrivons, peut-être pas partout parce qu'on ne peut pas, c'est un coût énorme, mais qu'il y ait des centres, on a beaucoup de centres, on a des centres culturels, on a des personnes qui sont ici, qui s'intéressent. Si nous, en ayant publié quelque chose, on peut prendre des exemplaires et pouvoir les distribuer ici et pouvoir en parler et faire la promotion comme on est en train de le faire au maximum, ça permettrait à des jeunes de s'intéresser à la lecture. Ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est qu'il faudrait que nous en parlions régulièrement. Donc, c'est créer des partenariats, par exemple, avec les centres culturels qui sont ici, pour ne pas citer en plein journal certains, mais voilà, on est en train d'établir des partenariats pour qu'on puisse travailler avec ceux qui sont déjà sur place et nous, on s'en occupe pour trouver les livres écrits par des auteurs comoriens et pouvoir les ramener sur place et permettre à ce que les jeunes puissent lire. Après, c'est un cri d'alarme que je pourrais éventuellement demander. Je pense que beaucoup pouvaient lire, mais si on pouvait peut-être pas les obliger, mais si on pouvait aujourd'hui, à partir de maintenant, pouvoir insérer des auteurs comoriens dans le programme scolaire. Ça pourrait être un élément essentiel. Peut-être que l'État ne pourra pas payer, mais nous, on pourrait peut-être financer, ne serait-ce qu'à apporter les livres, pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent lire et comprendre qu'il y a des auteurs comoriens qui sont publiés et qui... Il y en a, je ne dis pas moi, moi je ne suis que novice dans cette histoire, mais il y en a qui écrivent extrêmement bien, qui mériteraient d'être dans le programme ici. J'ai eu je dirais un mot qui m'a fait plaisir sur un collègue qui allait sur ma page Facebook, qui a dit la rédemption des Iguanes mériterait d'être dans le programme universitaire sur la section française. Il a expliqué. Ça m'a fait plaisir, même si je sais que c'est peut-être pas, c'est un cri d'alarme où on dit, mais j'attends pas que moi je sois intégré dans le programme. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui mériteraient d'y être. Donc si on pouvait maintenant commencer à insérer des œuvres comoriennes dans la formation, dans les programmes scolaires, ça pourrait être un atout. Maintenant financé, on pourrait éventuellement apporter notre part de responsabilité. Mais ça, c'est à travailler. Donc moi, aujourd'hui, la solution que je vois, c'est pouvoir apporter le peu qu'on pourra sur place, inciter les jeunes, faire de la promotion, inciter les jeunes à lire. Il y en a de plus en plus, il y en a qui font du slam, etc. Ça commence à bouger, mais ils ont besoin de moyens. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des livres et c'est à nous de faire ce pas-là jusqu'à ce qu'on ait un niveau et à partir de là, on pourrait se permettre de leur exiger un prix après. D'accord. Oui, comme vous l'avez démontré, que le pays est en grande crise sur plusieurs aspects déjà. Et par rapport à ça, justement, j'avais remarqué une question que vous avez laissée en dernier ici, comme quoi ce naufrage ne reflèterait pas peut-être le grand naufrage que subit les Comores actuellement. Donc certainement la réponse appartient à chacun sa vision, mais vous personnellement, je pense que vous avez une opinion bien précise par rapport à ce naufrage des Comores dont vous essayez de dire. Personnellement, je pense que tous ceux qui sont sur place font le nécessaire parce que je ne pense pas qu'il y ait un Comorien qui aimerait vivre dans la difficulté, qui aimerait voir ce pays s'effondrer complètement ou que, voilà, je sais que tous ceux qui sont là, chacun essaie de faire du mieux. Maintenant, nous, on est peut-être loin et on n'a pas ce devoir, on a le devoir de défendre le pays par tous les moyens, quelle que soit notre façon. Peut-être que on critique, parce qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas la critique. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Que si nous, qu'on se considère intellectuels, on n'essaye pas d'apporter notre vision en incitant, en dénonçant, en criant par-ci, par-là, ben le pays ne va pas avancer. Maintenant, si on se prend réellement comme quelqu'un d'extérieur, neutre, qui regarde tout ce qui se passe dans le pays, aujourd'hui,
on prend aujourd'hui. On se rendra tous compte qu'il y a quand même malaise. On n'a aucun secteur aujourd'hui qu'on peut se dire on est fier. Moi, personnellement, je ne suis pas fier. Je ne vois pas quelque chose. Peut-être si je prends un exemple, c'est imagé encore une fois. En 4 ans, je suis arrivé ici. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est l'éclairage public. C'est l'éclairage public. Parce qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivé ici, c'était le noir après Maharbi. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lumière depuis que Ahmed Abdallah, feu, est décédé. Les problèmes de coupure d'électricité tout le temps, ça a disparu. Aujourd'hui, on a la lumière qui est là. On voit au moins, on sort sur la rue, il y a quelque chose. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui a changé? Pour moi, non. Que je passe à l'hôpital, c'est encore pire. Que je vais dans les écoles, c'est encore pire. J'ai eu quelques jours ici, j'ai regardé, je suis peut-être pas expert, mais le peu de choses que je connais, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a frappé. Donc au final, c'est lui qui viendra me dire que le pays n'est pas en train de couler, qu'il n'est pas en train de se noyer en plein port. Il m'explique, il me donne ses arguments, sans insulter qui que ce soit, sans s'engager, mais on est des intellectuels et on a ce devoir, encore une fois, de pouvoir dire là où ça va et là où ça ne va pas. Peut-être en se servant de l'imaginaire, etc. Mais on doit le dire, après c'est à chacun de dire. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire d'accord, tu es médecin, qu'est-ce que tu proposes? Je suis bien ouvert. Là, j'enlèverai mon étiquette d'écrivain, je le place là-bas et je le dis et toi, tu me proposes quoi maintenant? Parce que les idées, il y en a. Mais qui met les moyens dessus? On attend. D'accord? Donc au final, cette question-là, telle qu'elle est là, c'est lui qui aura la chance, entre guillemets, de lire le livre jusqu'à la fin, il a des réponses. Parce qu'il y a tout un débat à l'intérieur. On a le docteur Bouddha et son collègue médecin qui se prennent tout un tas pour expliquer pourquoi l'autre est ici, l'autre n'est pas là. On a la même chose entre le fou de M. Sharkan qui se prend pour... Voilà, et qui dénonce. D'ailleurs, au final, moi, j'aime bien ce personnage, le méchant, entre guillemets. Bon, moi, je l'aime bien, parce que lui, il est terre-à-terre. Il est fou, peut-être, mais il est terre-à-terre et il dit les choses et il donne ses arguments. Donc, voilà, il faut que chacun puisse discuter, qu'on fasse un débat pour qu'on puisse peut-être proposer des petites idées et voilà, on est ouvert pour ça. Aujourd'hui, on se sert de l'écriture. Peut-être ça sera autre chose, mais voilà, le pays ne va pas bien. Et si on se dit, il ne va pas bien, mais bravo, ça va, je ne pense pas qu'on pourrait avancer parce que là, on n'aura rien compris. D'accord, donc ça serait plutôt votre point de vue, parce que sans oublier, vous êtes économiste, gestion du côté du domaine de la santé. La santé, tout à fait. Donc, en essayant de relier cette partie du développement à la santé, parce que la santé reste quand même la base d'un développement d'un pays. Donc aujourd'hui, on voit que l'hôpital à Ambo, ne serait-ce que c'est l'hôpital de référence, il y a pas mal de travail à faire. Donc vous, d'une certaine façon, par rapport à vos expériences, quels sont les points principaux que vous pourriez suggérer afin d'améliorer plutôt le système du santé ici à Anjou? Je pense que c'est un sujet assez intéressant et je pense que les solutions, ils y sont. Maintenant, la volonté, pour trouver une solution, il faut la volonté. Tous ceux qui sont là, c'est des experts. Aujourd'hui, on a beaucoup. Avant, le plus intellectuel avait son bac. Aujourd'hui, on a des docteurs en médecine, on a des docteurs en gestion économie, on a des masterisés, on a des experts. Donc, c'est un choix. Proposer des idées, je pense qu'il y a des petites choses qu'on pourrait faire. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé. Quand j'ai commencé à écrire le livre, il y a même une partie où j'ai dit le système comorien n'ayant pas prévu un moyen de prise en charge sociale. La première question qu'on pose aux patients, c'est est-ce que vous avez de l'argent pour payer vos soins? Ça continue jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut le nier. Même si je sais qu'aujourd'hui, il y a des kits. Par moment, j'ai même demandé, celui qui n'a pas l'argent pour payer un gant vinyle, on lui renvoie Manu Militari chez lui. Donc, c'est l'auteur qui parle. Aujourd'hui, il y en a qui ont pensé qu'il faudrait mettre des kits, c'est des solutions. Mettre des kits, quelqu'un qui a les moyens peut au moins avoir les kits et être pris en charge correctement. Ça, c'est une bonne chose et je félicite mes collègues. Maintenant, il y a mieux à faire parce que l'objectif, nous tous, les Comores ne forment pas de médecins. Les médecins qui sont ici ont été à l'extérieur, ils ont vu des pays, ne serait-ce que Madagascar, qui forment la majeure partie des médecins qui sont sur place. On a vu comment ils travaillent. Pourquoi on ne peut pas appliquer la même chose ici? Nous, on se retrouve en Europe, on a vu des choses. Pourquoi on ne peut pas appliquer? Aujourd'hui, on est capable d'aller sur Internet, copier des choses et les refaire ici. Pourquoi on ne copie pas alors l'organisation d'un système de santé? On fait des systèmes de santé comparés. On sait comment les comparer. Pourquoi aux Comores, on ne le fait pas? Donc, des solutions, ils y sont. Maintenant, c'est un choix. Il y a quelque chose d'essentiel. La prise en charge médicale, il est essentiel, mais il faut un fonds.
ils font des moyens. Si la personne, on lui demande de payer, mais que cette personne-là n'a pas de salaire, ne travaille pas, etc., ben, vous aurez beau faire ce que vous voulez, au final, ça sera la même chose. Soit on a quelqu'un qui nous paye les soins comme tous les jours, c'est gratuit, et on y va, soit on organise bien la société, on règle les problèmes de chômage, etc., pour permettre à quelqu'un d'aller payer directement. Donc, pour en revenir au système de santé, les solutions, ils y sont. Maintenant, sans porter jugement à mes collègues, on dépend beaucoup plus des aides. Jusqu'à quand? Parce que depuis qu'on a pris l'indépendance, on dépend soit c'est des projets de l'OMS, soit c'est des choses. On est toujours derrière à attendre. On attend qu'il y ait un projet pour... Non. On a assez pour pouvoir recréer. Et je suis désolé si je sors un peu du cadre de l'auteur, mais je pense qu'il y a des solutions. Maintenant, il faut les vouloir. Et ils existent parce qu'on les a éduqués, on nous a enseigné comment on prend en charge, comment faire pour créer de la mutualisation en milieu sanitaire, comment aider les gens. Ça existe ces choses-là. Maintenant, il faut juste décider d'y aller, quoi. D'accord. Par rapport à cela, est-ce que pour vous, la lecture, parce que c'est pas facile d'être à la fois médecin et trouver du temps pour écrire, est-ce que c'est pour vous un moyen ou un devoir de créer une sorte d'éveil ou de conscientiser toute personne qui serait intéressée à lire vos œuvres? Est-ce que c'est votre moyen, vous, d'expliquer ce qui se passe au Comores, par exemple? Oui, en partie. J'ai commencé à écrire depuis longtemps. Depuis que, je pense, j'ai commencé à écrire à partir de la troisième. À partir de la troisième, j'écrivais. Par exemple, le conte, les 3 contes de Comores, j'ai commencé à l'écrire à partir de la troisième. D'ailleurs, j'ai commencé le jour où je passais le BEPC. Le sujet, c'était la chef du monsieur Sagan. Et donc, en sortant, il y avait une suite. J'ai commencé et je me suis rendu compte que je pouvais utiliser... Voilà, pour moi, ça représentait les Comores tout de suite dans ma tête. Et j'ai commencé à écrire là. Après, j'ai écrivé avec d'autres pour des petites pièces de théâtre, etc. Donc, j'ai toujours voulu écrire. Je me considérais d'ailleurs beaucoup plus littéraire que scientifique. Après, le hasard a fait que je me suis retrouvé en médecine. Donc pour moi, écrire, ça a toujours été une passion. Et il y a une chose qui m'avait vraiment frappé, c'est que je ne voyais jamais un écrivain comorien. Le seul écrivain que je connaissais, c'était d'abord Mohamed Touahir. Après, il y avait Saïdoun. Et puis j'ai vu le docteur Ansfoudine. En dehors de ça, je ne connaissais personne. Et je trouvais inadmissible qu'après il y avait Hatub que je connaissais aussi. Les 4, je voyais plus personne et je me suis dit mais comment un pays peut ne pas avoir ça ne nécessite pas de l'argent, c'est juste un bout de feuille et un stylo. Donc pourquoi je peux pas écrire? Donc c'est à partir de là. Après au fur et à mesure, c'est un choix délibéré. Je me suis dit je suis médecin. Je me sens beaucoup plus dans le côté thriller parce que je peux aller plus loin dans dramatique. J'ai fait du théâtre, j'ai fait 12 ans de théâtre, j'ai commencé ici, j'étais dans un troupe à Madagascar semi-professionnel, donc j'ai fait aussi théâtre. J'ai même interprété, entre autres, si je peux me permettre, La République des Imberbes, donc je l'ai joué, j'ai adapté, donc ça a été publié aussi. Bon, après, voilà. Donc j'ai toujours aimé ce côté littéraire et pouvoir dire, après c'est un choix, de prendre le côté thriller parce que dans l'océan Indien, il y a très peu qui écrivent dans ce registre-là. Donc, on ne peut pas répéter ce que les autres font, donc on essaie de se différencier un petit peu. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et dans les projets à venir, d'ailleurs, on est encore en train de travailler sur le fictif, encore plus appuyé dessus. D'accord. Et entre ces allers-retours, entre la réalité et le fictif dans vos récits, il y a à la page 39 de ce livre-ci, vous parliez d'un cambriolage. Est-ce que vous faisiez aussi allusion au cambriolage qu'il y a eu en 91, si je ne me trompe pas, ou c'est juste... Non, tout à fait. C'est quelque chose de réel. Encore une fois, je m'appuie toujours de l'histoire. Là, je parle par exemple du cambriolage au niveau de la banque, mais je parlais aussi du bateau qui venait avec des pommes, avec des ailes de poulet qu'on a distribuées ici pendant un temps gratuit. J'ai parlé du bateau qui avait pris feu au port. C'est des choses qui ont existé réellement. Après, moi j'étais petit encore une fois, mais j'ai gardé ces images-là avec moi. Même chose, on retrouve par exemple le Samson dans la rédemption de Zigouane. Donc je fais toujours un flash, à chaque fois je reviens pour accrocher encore une fois le lecteur comorien pour pouvoir l'appuyer à aller chercher. Donc je m'appuie du réel, mais après je pars tout de suite.
Donc, c'est des flashs comme ça qu'on retrouve. Il y a une part de réalité, mais c'est vraiment minime. Donc je viens et je ressors tout de suite. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qui s'est passé en 91 par rapport au cambriolage de la Banque centrale? J'étais à Amboise à cette époque-là et je me rappelle j'ai pas vu ce qui s'est passé réellement, mais j'étais encore 91, donc j'étais encore petit. Mais je me rappelle de la ferveur, parce qu'avant, quand on entendait quelqu'un qui est décédé, c'était catastrophique, hein, c'était le monde qui s'arrêtait. La chose qui était assez régulière, c'était le feu. Quand il y avait le feu dans la Médina, ça, tout le monde en connaissait parce que c'était Moro, Moro, et nous, jeunes, on courait partout. Mais en dehors de ça, c'était tranquille, c'était plat, il n'y avait rien. On vivait tranquille, on pouvait dormir sur la rue avec un sac de monnaie, personne ne te disait rien. Et d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la banque, tout le monde en parlait. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. On était dans la Casa de Papel, si je peux me permettre. C'était du banditisme, voilà, c'est de la haute grade. Donc, je pense que ça m'avait. Il y avait une certaine dose de surexcitation par rapport à l'événement. Exact. D'ailleurs, si on lit ce passage, il y a un témoin, il est euphorique comme pas possible, hein, le mec, on dirait un fou. D'ailleurs, le docteur lui-même, il lui dit, s'il n'était pas pressé, il lui courrait tout de suite un profil psychiatrique. Le mec, il était tout content, il parlait comme si, avec des gros gestes, comme s'il était au théâtre. C'était l'engouement que cette histoire avait. Alors qu'on parle de cambriolage. De cambriolage. Donc c'était quelque chose qui était hallucinant, oui. Ça m'a fait, pas plaisir, mais ça avait donné d'un coup quelque chose d'extraordinaire dans ma vie à cette époque-là, oui. D'accord. Donc, dites-nous, docteur, là, en gros, je ne sais pas s'il y a eu d'autres œuvres avant ça, mais nous sommes au courant que de ces 3 œuvres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà, en résumé, votre parcours en tant qu'écrivain, et s'il y a un projet, une sorte de promesse pour nous, les lectures, parce que je pense qu'après celui-là, on a hâte de savoir qu'est-ce que vous avez encore à nous dire, surtout par rapport à l'histoire des Comores. Oui, tout à fait. Là on est au 3e, donc le 3e livre. Donc j'ai commencé par les 3 contes des Comores, et que je remercie d'ailleurs les éditions Sédacanthe qui m'ont donné cette chance, hein, parce que se faire publier, c'est pas si facile que ça. Qui m'ont donné cette chance. Après, tout de suite, c'était en 2017 et 2018, j'ai pu sortir La Rédemption de Zigouane. Et j'avais déjà commencé à écrire, mais que je l'avais mis de côté, donc je l'ai juste perfectionné un petit peu et continué à l'écrire et le terminer. Et j'avais déjà commencé aussi le Kamar al-Koweït, mais à l'époque, je n'avais pas mis Kamar al-Koweït. C'était juste les dessus du naufrage. Et au fur et à mesure, parce que je voulais garder le suspense, et ce n'est qu'après qu'on est revenu avec mon éditeur, que je remercie aussi, parce que je venais de changer de maison d'édition. Donc je suis maintenant à l'édition 4 étoiles, qui est sur Paris aussi. Donc là, je suis au 3e, mais on a déjà 2 déjà qui sont en cours. Hein. Donc on a 2 projets. Éditions. 2 projets, oui, 2 livres qu'on est en train de travailler, et on espère, Inch'Allah, que ça sortira assez rapidement. D'accord, je vous remercie infiniment. Merci à vous. C'est un moment agréable d'en parler, surtout à savoir que ça concerne de plus près les Comores, même s'il y a un mélange de la réalité et de l'imagination. Et on vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci. Et rendez-vous à la prochaine édition. Merci à vous. C'est vrai, hein, la question elle est très très intéressante parce que sur 2 mwenye unu baondaramsu ali yahusu naishio shahe Kamar al-Koweït ajiviwa na suala mwanjoni ainyesauka msibadi wa mpara haivo ikao akana mwana nyahe mtrushe Amira afariki ilira imarkabwini ya vinjwa ini deimana ikao aangia ishioshini mori aka wakati ikao markabu ya vinjwa zini banda aenyesa kadalas ajali zijiriwo baharini ikao taandisha wakomori wonzi ini ikade tarehe 6 ya Avril mwa 1987 ulawanana zini wa wantu waenyesao amba tabibu Mohamed Rezida anabeshelea njema ya husu na zaijiri harma bandari ya mataifa ya Ahmed Abdallah Abderrahman nede huwa ya Kamar al-Koweït
Harmaskanje ainyesavuka twabibubuja ikao de alagula mara nyingi harmaishioshini akada konhahe shuguju aono ilera mwananyahe akorora. Ini namna ya uhanyesa halile akoanzeleza hale mwananyahe akofariki majini. Anyesa na jau harma mangishi mengi yahe huvenza aangie ta awaswili harma tisido. Zini pia de haivo ikao harma mujtama rienshiwo uviranchongo nzicho ikao tambisha wa Komoro. Athubutisha harma maadisi yachu amba wakati wahijiri ajali. Tabuithi kazenjevwahan. Waye mwananyahe afariki harma imarkab Kamaral Kowet sukumbili de auna wanchu wavira hao. Kabla waehuangi aishio Kamaral Kowet, ataha ajue nchongo ikao kayaka nyangu. Waye huzungua isuku, afanya mahmili de apara mchu ako vinga imarkabu Kamaral Kowet, ikao usuku ini mchu wangina de avinga na waye de amba itare 6 ya Avril mwa 1987. Hulawana nazizo azienshi de aelewa ulalamishi uhijirio wakati ikao wahijiri ajali haruma masiwa ya Komoro. Pour en revenir, il y a eu un naufrage, peut-être qu'il y a eu des enquêtes, mais on en est où?